Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Franck Dubosc. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Merci. Chose promise, chose due. Tout à fait. Merci d'être venu spécialement pour nous ici au siège du journal à quelques heures du spectacle que vous donnerez ce soir aux Arènes de Metz. Tout à fait. Entre votre one-man show, entre le DVD qui sort le 10 novembre et Cinéman, le film de Yann Moix dans lequel vous tenez les premiers rôles, vous êtes partout. Ça n'a pas échappé aux 6 lecteurs autour de cette table. Martine, Samir, Valérie, Emmanuel, David et Pierre vont vous faire une véritable déclaration d'humour. D'accord. Et vous interroger sur l'homme et le futur papa que vous êtes. Oui, c'est d'ailleurs, vous me dites, vous êtes partout, ma femme dirait, sauf à la maison. Le futur papa que vous êtes, l'acteur évidemment entre le cinéma et la scène. On va commencer tout de suite par une question de Martine qui a choisi de se plonger, de se perdre peut-être dans votre regard. De qui tenez-vous ces beaux yeux bleus? Mon père avait les yeux bleu-gris, ma mère a les yeux bleu-vert. Donc je pense que c'est un mélange des deux. Et c'est plus du côté d'ailleurs de ma mère qu'ils ont les yeux bleus. Côté de ma mère est normand, le côté de ma père est méditerranéen. Donc j'ai pris les poils du côté de mon père et les yeux du côté de ma mère. On sait déjà que vous connaissez bien les campings. Samir s'interroge sur votre vie en tournée des hôtels aux salles de spectacle. Vous êtes ce soir aux Arènes de Metz. Que connaissez-vous de cette ville? Et aussi plus globalement, en tournée, avez-vous le temps de faire du tourisme, du shopping? Non, du tourisme, j'ai pas vraiment le temps. Ça m'arrive parfois dans certaines villes de bouger comme ça. Alors, il se trouve, et c'est vrai, que Metz est une ville, alors il y a Metz et Nancy, je vais différencier les deux. Metz est une ville où on ne va, nous, en vacances, on ne va pas à Metz, quand on n'a pas de famille dans l'Est, ou quand on n'a pas de... Et j'avais mon ingénieur du son à une époque qui était de Metz, mais je n'étais jamais venu avant d'y jouer, et c'est vrai que c'est une très très belle ville. Ma femme voulait m'emmener, veut voir le marché de Noël de Metz. C'est vrai que dans l'Est, vous avez tout ça qui est très développé, donc j'ai eu l'occasion de le voir. Nancy, très peu. Nancy, j'ai très peu vu. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, on arrive d'une ville de loin, on répète au Zénith ou dans la salle où on joue, et puis après on repart le lendemain. On a très peu le temps de... Et puis il se trouve que sur cette dernière partie de tournée, je vais avoir un petit peu plus le temps, mais en général, chaque fois que j'ai fait une tournée en France, j'étais en train d'écrire soit Camping 1, soit Disco, soit Camping 2. Ce qui fait que l'après-midi, je passais mon temps dans ma chambre d'hôtel à travailler des textes, à être au téléphone avec les autres auteurs à Paris et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai peu le temps de savourer les après-midi de libre. Emmanuel voudrait vous interroger sur le plus beau rôle de votre vie. Alors, il paraît que vous allez devenir papa. Je suppose que ça suscite beaucoup de questions. Quelle est la principale qui vous préoccupe? Quelle est la principale, j'espère qu'il sera beau. Mais il paraît que quand on le voit arriver, on le trouve toujours beau. Mais c'est vrai que ma femme, on s'est dit, mais s'il est moche, comment on fait? On en fera un autre. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, on le trouvera forcément beau. Mais c'est une question qu'on se pose parfois. Ouais, on se dit, je ne sais pas si tous les parents ont cette pas au moment où l'enfant naît, mais avant de se dire, mais on espère qu'il... Bon, je vais vous dire la première chose, c'est j'espère qu'il sera en bonne santé. Parce que ça, c'est pas la rigolade. Mais non, la première question, c'est la première interrogation, c'est j'espère qu'il sera en bonne santé. Qui n'est pas une interrogation d'ailleurs, mais c'est ça. Et puis après, je sais pas si je serai un bon papa ou un mauvais papa, mais j'arrive pas à voir plus loin que le deuxième jour, pour l'instant. Donc je me dis, mais est-ce qu'on va y arriver? Voilà, c'est difficile, hein, c'est vrai. Pour tous les gens qui ont des enfants, ça leur paraît une question peut-être simple, mais quand on n'en a jamais eu, de se dire, mais comment je vais le prendre dans mes bras, je vais le faire tomber, voilà, c'est toutes les petites questions toutes bêtes du comment je vais faire avec le mien. Je sais faire avec les autres, mais le mien, je sais pas. Pierre voudrait vous interroger sur votre rapport au Star System. Je voulais savoir comment est-ce que vous viviez votre célébrité? Ça va. En fait, à 20 ans, j'ai fait mon premier film qui s'appelait À nous les garçons, et
qui m'a donné une toute petite notoriété. On m'appelait pas Franck Dubosc, j'étais Cyril dans le film, je m'appelais Cyril, les gens m'appelaient Cyril les jeunes filles m'appelaient Cyril dans la rue. Donc c'était pas une notoriété comme aujourd'hui, mais je croyais à cette époque-là que c'était ça la notoriété. Donc je l'ai vécu comme tel. Et puis ensuite, il y a eu plus rien, puis l'Angleterre. En Angleterre, j'ai revécu cette notoriété. J'ai toujours eu des hauts débats comme ça de notoriété, de non-notoriété. Donc j'ai toujours eu... Après, il y a eu les petites annonces avec Ellie. Donc il y a toujours eu depuis très longtemps une personne dans la rue qui me reconnaissait, au moins, dans la semaine. Donc j'ai toujours l'impression que c'était ça la notoriété. Aujourd'hui, il se trouve que c'est plus fréquent. Donc je m'y suis habitué, jamais lassé, jamais, mais je m'y suis habitué, et cette notoriété d'une seule personne qui me reconnaît, ou de 10 dans la journée, pour moi me fait autant plaisir. Donc c'est plus un... J'avoue que les gens... c'est dans les moments difficiles de la vie, la notoriété, quand elle est une notoriété, en plus dans l'humour, on est plutôt quelqu'un c'est pas une notoriété une mauvaise notoriété, on va dire, c'est sympathique, elle aide à passer plein de caps de la vie difficile. C'est très agréable de se sentir aimé, mais quand on se sent aimé, il y a forcément à un moment donné, on se sent détesté par d'autres, hein. Il y a un mix forcément, plus on est aimé, plus on est détesté. Quand on est inconnu, on est moins sujet à ça, mais je la vis... non, je m'y suis habitué, on va dire. Et donc, je voulais continuer. Je voulais aussi vous demander comment est-ce que vous préserviez votre vie privée ? Ça, c'est très difficile. Je peux pas la préserver vraiment. En vacances, je rentre le ventre. C'est plus... On peut pas la préserver vraiment. C'est vrai qu'on l'oublie parfois. Je disais quand la semaine dernière, on faisait les magasins de bébés. Bon, il y avait des photographes qui nous ont pris en photo. C'est pas bien grave, hein. C'est juste, ma femme me dit juste, c'est juste le jour où j'ai l'air fatigué. Mais c'est pas non plus très grave. Donc je la gère. Il faut dire qu'il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Il y a beaucoup de vedettes qui se plaignent. Oui, on est harcelés. Puis ils attaquent les journaux, les magazines, tout ça. Bon, il y a de bons côtés aussi. Quand on veut une place dans un restaurant, c'est plus facile. Puis comme dirait mon producteur, on est bien payé pour ça. Voilà. Donc je la gère plutôt bien. Encore Pierre pour ce tome-là. Oui, donc... il en a 3, hein. Ouais, en fait, c'est une longue, donc... Ah, d'accord. Je l'ai fait en 3 parties, parce que sinon, vous n'allez plus vous y retrouver. Donc alors, je voulais vous demander, si votre carrière, elle s'arrêtait, et que vous retombiez dans l'anonymat, comment vous gériez ça? Qu'est-ce que vous ferez pour... Ça c'est le drame des artistes. On retombe pas dans l'anonymat en fait. Il y a un moment où un artiste arrive à un moment où il retombera pas il aura plus de public éventuellement dans les salles, mais il restera connu toujours. Ce qui est peut-être le plus difficile encore, parce que je sais pas, je vais pas citer de nom d'artistes, parce qu'il y a plein d'artistes qui ont été des grandes idoles et qui aujourd'hui ne font plus de tournées ou ne vendent plus de disques. Je pense aux chanteurs, plus parce que les humoristes c'est plus ancien encore. Il n'y avait pas on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Et d'anciens. Je sais pas si on est plus sur les chanteurs dans les idoles qui sont tombés comme ça. Et ils restent toujours très connus. Moi l'autre jour j'étais en vacances chez quelqu'un qui était très connu, qui a fait un nombre de tube incroyable en chanson, mais c'est plus une vedette. Mais pour moi, c'était toujours une vedette. C'était toujours, c'était le même, et ça n'avait pas changé. C'est vrai que son compte en banque était peut-être moins élevé, mais moi, ce que je regardais, c'était l'artiste. Donc, pour moi, c'était le même. Alors, c'est facile à dire. J'essaie de me réconforter avec ça en me disant que tu restes toujours un peu un artiste, mais la notoriété qui s'en va, en tout cas le succès. Parce que succès et notoriété, c'est deux choses différentes. Le succès qui disparaît, non, ça fait mal, et on s'y prépare pas, on s'y attend, mais c'est comme la mort. C'est-à-dire qu'on sait que ça va arriver, mais on essaie de repousser le moment. Alors on se soigne, donc pour se soigner, c'est travailler beaucoup, et puis soigner son public mais on sait que ça arrive. Non, je n'ai aucune... Je n'ai pas le remède. Le remède, ce serait pouvoir dire puis c'est pas grave, j'ai vécu un bon moment, mais quand on y goûte, c'est difficile, hein, c'est une vraie drogue, hein, le succès. Voilà, j'ai eu, alors c'est peut-être des questions longues, hein, vous noterez pas tout, mais j'ai eu des hauts et des bas, comme je disais, avec un rôle dans un premier film au cinéma qui marchotait pas mal, la célébrité en Angleterre, les petites annonces, comme je vous disais tout à l'heure. Tout ça m'a fait connaître le fait d'être connu. Et
puis de ne plus l'être d'un seul coup. Quand j'étais connu en Angleterre, je traversais la Manche, je rentrais en France, j'étais dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés et personne ne me reconnaissait. Là, j'arrivais à bien le vivre parce que je savais que j'avais qu'un avion à prendre vers la célébrité. En revanche, donc j'ai eu ces fameux hauts et bas, et puis j'étais plus jeune. Maintenant, aujourd'hui, je sais que s'il y a moins de succès, il va falloir se rebattre, mais oui, je serais effondré un temps, il faudra juste... Mais il y a les amis aussi, il faut être bien entouré. Voilà, si on doit s'y préparer, c'est être bien entouré. C'est une longue réponse, hein. En gros, je veux pas que ça s'arrête. Une question de Valérie. Oui, j'aimerais savoir quelle est la cause de vos dernières larmes, mais aussi les raisons de votre dernier fou rire. Mes dernières larmes, à part bien évidemment quand j'ai vu Christina gagner à Koh-Lanta, mais c'était... Mais non, mes vraies larmes, je pense que c'était quand mon père est mort en 2002. Après, il y a sans doute eu des larmes, mais pas des vraies larmes comme celle-là. Les vraies grosses larmes, c'est celle-là. Ouais. Et puis, qui sont pas venues d'ailleurs le jour de sa mort. Hein, ça vient toujours. Qui sont venus. Oui, le jour de sa mort, oui, mais pas au moment de l'annonce. Et puis, mon dernier fou rire. Je sais pas, je pense que c'est en tournant Camping avec Richard Anconina, mais pas en tournant Camping, c'est des fous rires étouffés sur certaines, pas toutes les scènes, hein, parce qu'on n'a pas l'occasion de beaucoup rire quand même, non plus quand on travaille donc c'est sérieux, mais je pense que c'est en tournant Camping 2. J'en profite justement, Camping 2. La sortie, qu'est-ce qu'on peut dire ? Avril, ouais. C'est en avril et on peut dire, j'ai très hâte que ça sorte. Je pense, je touche du bois. Je pense qu'on est sur un bon 2, numéro 2. On a un film qui, au début, on voulait pas faire le 2 commercialement, parce qu'on trouvait que c'était un peu trop facile et difficile de faire un numéro 2. C'était trop facile dans le sens où les gens seraient venus comme ça, et puis trop difficile parce que c'est trop difficile de trouver une idée qui aille. Donc on avait fait Disco. Beaucoup de gens, quand on a fait Disco, se sont dit oui, mais nous on veut voir Camping. Alors on s'est dit allez, on fait Camping. Alors, on s'est battu pour faire un bon scénario, et je crois qu'on a un meilleur scénario que le 1. Je crois pas. Je suis sûr qu'on a un meilleur scénario que le 1. Maintenant, est-ce qu'il plaira mieux que le 1 ? Je n'en sais rien, j'espère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait au moins un scénario mieux pour qu'il plaise autant. Vous l'avez tourné. Parce qu'il n'y a plus la surprise. Ouais. Le Camping, on connaît, il n'y a plus cette surprise. Il est attendu maintenant. Et voilà, on connaît les personnages, donc c'est un avantage et un inconvénient. Vous l'avez tourné cet été, c'est ça ? Ouais. Enfin, cet été, oui, juillet, août, septembre, octobre. D'accord. Août, septembre, octobre. D'accord. Si le producteur m'entendait, il faut que je paye juillet. Non, août, septembre, octobre. David voudrait miser sur vous. Pour revenir sur le Star System, vous multipliez les rôles, vous avez des spectacles qui fonctionnent, vous tournez partout dans toute la France. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ? Vous êtes plutôt flambeur. Et une question plus particulière m'intéresse, c'est qu'avez-vous fait de votre premier cachet ? Alors, ce que je fais de mon argent là, j'ai tendance je suis un petit peu un écureuil parce que je viens d'une famille où il n'y a pas, on n'a pas eu autant à épargner. Donc, je fais attention. On parlait tout à l'heure de l'arrêt de la notoriété. Je fais attention aussi à ça. J'ai toujours vécu dans le futur, moi, en me disant un jour si j'ai de l'argent, un jour si je suis connu, un jour si j'ai un enfant, un jour. Donc bon, le jour c'est aujourd'hui. Mais je mets de côté beaucoup. Je flambe pas. J'ai la chance de pouvoir voyager dans de très beaux endroits, donc je paie de l'argent dans mes vacances, tout ça. Mais je suis pas un flambeur. J'ai juste une jolie voiture. Je cherche à déménager. J'ai mes essentiels, mais je n'ai pas beaucoup d'imagination pour dépenser l'argent. J'ai des coups de fil qui vont dire moi j'ai de l'idée, mais je suis pas. C'est pas une imagination, mais je n'ai pas de. Je vis avec mes désirs qui ne sont pas les désirs qui vont avec mon compte en banque, on va dire. Voilà. Donc tant mieux, je garde. Et puis pour moi, pour ma famille maintenant, puisque j'ai une famille qui s'agrandit, pour ma mère, pour ma sœur. Voilà. C'est ce que je fais. Je suis pas un flambeur. Et mon premier cachet. Qu'est-ce que je me suis acheté avec mon premier cachet ? Je sais plus du tout. J'ai mis de côté. J'ai mis de côté, je vais vous dire, j'ai bien fait mon premier vrai cachet. C'était À nous les garçons. Et c'était pas une somme énorme à l'époque. Pour tout vous dire, j'avais dû gagner 1200 ou 1500 francs par jour, ce qui paraît beaucoup, mais au cinéma, je vous le dis franchement parce que c'est ancien. Et puis, donc, j'avais gagné peut-être 30 000 francs à l'époque.
Et ce qui était une grosse somme, hein, pour un jeune homme de 20 ans, c'était beaucoup d'argent, c'était en 85. J'avais tout mis de côté. Et je m'étais dit, parce que c'est pas parce que je fais un film que je vais en faire 2 ou 3. Et j'ai bien fait, parce que j'ai fait d'autres trucs comme ça. Et un jour, j'ai eu, je crois, 1 an et demi, 18 mois, sans travailler, sans toucher un seul centime. 18 mois. Et pendant ces 18 mois, j'ai jamais emprunté à personne, ni à mes parents, parce que d'abord je pouvais pas, mes parents ils en avaient pas. Et j'ai vécu quand même de la même manière. Il était temps qu'arrive la fin des 18 mois. Hein. Et j'ai vécu pareil parce que j'avais mis de côté. Mais ça vous pourrez pas. Je tenais des comptes chaque jour, chaque centime qui sortait de ma poche, je le notais dans un petit cahier et il fallait pas que je dépasse telle somme. La somme que j'avais pouvait me durer tant de temps. Il fallait pas que je fais très attention. Voilà, parce que je savais que les heures difficiles pouvaient arriver. Je viens vraiment d'une famille où il y a eu ça. Mon père était chômeur, RMiste, puis malade. Donc je sais qu'il faut faire très attention à ça. Donc je fais attention, j'ai calculé. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai plus ce petit cahier sur lequel je compte, c'est mon luxe. Voilà. Emmanuel voudrait passer en mode lecture avec vous. J'ai été curieuse de savoir ce que vous lisiez en ce moment et même ce que vous écoutiez. Alors, ce que je lis en ce moment, j'ai plusieurs livres sur ma table de nuit. Je lis le livre de Yann Moix, 50 ans dans la peau de Michael Jackson, qui est un très bon bouquin sur Michael Jackson. Et je lis ça. J'ai aussi... J'ai 3 bouquins. Oui, je lis très lentement, mais j'en lis 3 en même temps. C'est pour ça que je lis très lentement. Et puis, je lis... justement, j'ai regardé hier soir. Attendez, moi, je savais pas quelle question, mais j'ai regardé ce que je lisais, parce que parfois, j'essaie de me rappeler ce que je lis, puisque je les lis pas tous les jours. Je sais plus. Comment s'appelle-t-il qui a écrit Garou Garou, le passe-muraille, c'est plein de petites nouvelles comme ça. Marcel Aimé. Ouais. Voilà, j'ai tout un recueil de nouvelles de Marcel Aimé et je les lis une par une, comme ça, c'est 3, 4, 5, 6 pages. Donc voilà, et j'ai ce bouquin-là aussi. Et ce que j'écoute, j'écoute... ça dépend. Je peux autant écouter mon ami Danny Briand que Charles Aznavour ou Frank Sinatra. Bon, ça c'est la même chose. L'autre jour, j'avais dit, pour le faire chier, Danny, je disais, mais je peux très bien écouter de la bonne variété française, comme je peux écouter aussi Danny Briand. Ça ne le mettez pas parce que c'est un ami et c'était pour blaguer. Mais voilà, c'est ce que... Il y a plein de chanteurs que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien Rose aussi, la chanteuse. Les femmes, voilà, c'est très varié, moi. J'ai pas une musique celui que j'écoute s'appelle Amr Diab. Donc je sais pas si vous connaissez. Non, je me tourne vers toi, Samir, parce que tu peux connaître. Mais enfin, c'est un Égyptien en fait, A-M-R-D-I-A-B. Si vous écoutez sur Internet, c'est une chanson très connue qui est dans le film de Gad Elmaleh, Coco à la fin, qui est une très belle, qui s'appelle Tamalimaak, pardon. Alors, question de Samir justement sur l'engagement. Parce que ma femme est libanaise, en fait, donc c'est un chanteur. Alors, question de Samir pour clore cette première partie. Quelle est votre plus grande fierté dans la vie ? Là, ça sera mon fils. Oui. Enfin, je suis bois. Maintenant, ma plus grande fierté, c'est... moi, je crois que c'est d'avoir plu à ma femme. Je suis très étonné. Je suis très épaté de l'avoir plu parce que c'est quelqu'un de vraiment très très bien et parfois je me dis, dis donc, pas mal, j'ai dû y aller quand même. Mais je ne dois pas être si con que ça parce que pour lui plaire, il fallait pas être trop con. Donc c'est ma grande fierté, c'est de lui avoir plu. Ouais. Et c'est elle donc ma grande fierté. Camping, disco ou cinéman sorti le 28 octobre dernier. On passe, Franck, maintenant au grand écran avec une première question de Pierre. Je voulais savoir quel autre genre, à part le comique, vous seriez tenté de jouer au cinéma, en fait. À part le comique, c'est le dramatique. Non, en même temps, il y a le romantique, il y a tout ça. Je sais pas, j'aime bien le comique, c'est très agréable de jouer le comique au cinéma. Maintenant, il y a des films moins comiques. Le prochain que je fais sera un peu moins drôle, plus émouvant, on va dire. J'aime les films avec de l'émotion. Mais ce que j'aimerais, si je ne fais pas de films de comédie, c'est les films populaires. C'est les grands films populaires, comme on en a eu, qui n'étaient pas forcément drôles, mais Germinal était un film populaire qui n'était pas drôle du tout, forcément, c'était un mélodrame, mais c'est les grands films populaires comme ça, j'aime.
qui doivent susciter le rire ou l'émotion, mais enfin le rire est une émotion aussi, mais le rire ou les pleurs, on va dire, mais pas les films intello, tout ça, moi j'aime voir les films, j'aime jouer les films que j'aime voir, et c'est vrai qu'il y a des films un peu plus complexes que... Bon, cela dit, j'aime bien voir les films d'action, puis j'ai pas envie de faire un film d'action, mais voilà, des films avec de l'émotion, oui, j'aime ça. Des grands sentiments, on va dire. C'est plus difficile de faire rire pour vous ou de susciter l'émotion? Tout le monde. D'ailleurs, on dit toujours à un acteur comique, est-ce que vous rêvez de faire votre Ciao Pantin? Mais on dit jamais à Vincent Cassel, est-ce que vous voulez faire camping? Parce qu'on sait très bien qu'il ne pourra pas. On va rester justement. Mettez le maillot de bain et le t-shirt rose, vous allez voir. Il faut le porter. Richard Anconina, qui est un extraordinaire acteur, qui en a fait des films. Hein. Je peux vous dire que 2 Césars pour Ciao Pantin, Le Petit Criminel, Itinéraire d'un enfant gâté, et j'en passe. Il se met en Patrick Chirac à un moment donné dans le film, vous verrez, il se chiracise. Il est habillé exactement comme moi. Ça a été très très difficile parce que c'est une pudeur qu'il faut enlever, qui est très compliquée. Ça a l'air de rien. Je parle pas du jeu. Hein. Après, il y a tellement de talent que, mais au moins d'arriver à jouer, c'est comme jouer par moins 10 degrés. On joue forcément moins bien que s'il fait 25 degrés. Quand on est habillé comme ça, la pudeur est tellement cassée, est tellement difficile que c'est assez compliqué à retrouver les émotions qu'on veut faire passer dans le rire ou dans le... Et donc voilà, je m'adresse à tous les acteurs qui pensent que c'est un sous-art de faire camping. Non, c'est assez compliqué en fait. Et Yann Moix vous a fait revisiter le 7e art, question de Martine. Avez-vous dû réviser la biographie de vos personnages que vous incarnez dans Cinéman? Et est-ce que vous êtes rentré instinctivement dans la peau de ces personnages? Alors, revoir la biographie, non. J'ai revu les scènes, j'ai revisité effectivement les films, j'ai revu soit des scènes qui m'intéressaient, soit les films en entier, j'avais les DVD. Et les films qu'on allait traiter. Et puis, rentrer dans le personnage, oui et non. Ça dépend des personnages, parce qu'il fallait que ces personnages-là entrent aussi dans mon univers ou dans l'univers de Yann Moix. Donc c'était, si pour Robin des Bois, j'ai fait dans le genre de, mais il se trouve que faire dans le genre de Robin des Bois, c'est faire presque du Dubosc sketch, parce que c'était hallucinant comme il jouait dans les années 50. C'est pas Robin des Bois Kevin Costner, c'est Robin des Bois Errol Flynn. Et c'est vrai qu'à l'époque, les mecs surjouaient des choses. Je pense que celui dans lequel je me suis le plus mis, c'est Harold Lloyd, c'est le noir et blanc. Parce que là, il n'y avait pas de voix. Donc je n'avais pas à être trahi par ma voix ou par ma façon de jouer, tout était que visuel. Donc c'est plus là où je suis entré dans la peau du personnage, on va dire. Pour l'autre, parfois le personnage est entré dans ma peau. La magie du cinéma, il y a un petit retour flashback avec Emmanuel. Dans Cinéman, vous traversez les époques du cinéma, justement, et je me demandais si vous étiez nostalgique d'une époque, pas forcément dans le cinéma, mais dans la vie tous les jours. Oui, je suis assez... Attendez. Voilà. Je suis nostalgique, aujourd'hui, je vis assez dans le présent, mais puis j'ai toujours vécu dans le futur, mais c'est vrai que quand je repense à mon enfance, souvent, ou quand j'y retourne, dans le lieu où j'étais quand j'étais petit, oui, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, mais plus parce que, en fait, j'avais pleuré dans une émission de Envoyé spécial, parce qu'on retournait chez moi, dans l'appartement où j'ai vécu de 1 à 12 ans, et en fait, la nostalgie, elle est plus du fait que c'est le seul endroit qui a connu, où je n'ai pas connu la maladie ni de mon père ni de ma mère. Donc, enfin de ma mère, si sur la fin, elle était malade là-bas, mais j'ai vécu beaucoup de maladies dans ma famille, c'est pour ça. Et donc, il représente l'union d'une famille, cet endroit de mes 0 à 12 ans représente l'union d'une famille où tout va plutôt pas mal, en fait. C'est-à-dire qu'on est des Français très moyens, c'est-à-dire qu'on les a pas, justement, les moyens, et on est une famille, mon père est vivant, on a des Noëls, on a tout ça, et forcément, ce moment-là est un moment pas qui me manque, mais que je revois souvent avec de l'émotion, ouais, parce que voilà, je vois mon père debout, voilà. Samir, maintenant. Quel est l'acteur ou humoriste, encore en activité ou non, avec qui vous auriez aimé être à l'affiche? Je pense qu'on aimerait faire un film avec Gad Elmaleh. Donc voilà, on aimerait faire un film ensemble, donc on fera peut-être un film ensemble. Ouais.
Il y a Stéphane Rousseau aussi, qui est mon ami, bien sûr. Et Élysée Moon, mais c'est Gad avec Gad qu'on fera sûrement quelque chose. Est-ce que la réalité dépasse parfois la fiction? C'est une question de Valérie. Oui, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de squatter chez un ami, comme vous l'avez fait dans Incognito? Oh oui. Oui, quand je suis arrivé à Paris, j'étais un peu Francis, mon personnage d'Incognito. J'habitais chez des amis. Je me souviens parce que j'avais fait ce premier film de les garçons qui était l'histoire d'un mec qui tombe amoureux de 2 filles, et aux essais, j'avais la première question que j'ai posée à une des filles, je dis mais t'as de la place chez toi pour que je dorme? Je vous jure, la fille elle a cru que je la draguais, c'était pas du tout ça, c'est que je dormais dans des escaliers à cette époque-là, et un peu à droite, à gauche, donc je squattais, dès que j'avais des amis, je squattais chez eux, oui. Ouais. J'avais pas d'appartement, avant de trouver ma chambre de bonne, justement. De la langue de Molière à celle de Shakespeare, une question de David. Vous avez commencé à tourner en Angleterre, on le sait maintenant, vous êtes un acteur français, vous tournez dans des films français. La prochaine étape, c'est quoi? Les États-Unis? Ça vous intéresse? Non, je suis un peu vieux pour aller maintenant tenter ma chance aux États-Unis. Non, c'est la France. Je suis bien là. C'est la France. Je pourrais tourner au Canada aussi, mais non, je suis vraiment bien ici. C'est difficile de conquérir un public, de le garder. On va essayer de s'atteler à garder le public français, c'est déjà pas mal. Alors, si un jour je tournais un film américain, j'en serais très content. Machin, ça me plaît bien, mais c'est pas mon but. Non. Jusqu'où faut-il aller pour être acteur? Une question de Martine. Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour entrer dans la peau d'un personnage? C'est grossir, tout ça. Pas mal, je pense. Si le personnage est intéressant, je pense beaucoup de sacrifices, justement parce que c'est par exemple, se raser la tête ou grossir, c'est bien parce qu'on peut bouffer avec sans complexe. Mais le plus dur, c'est de maigrir après. Mais je pense que justement, ça nous offre à nous, les acteurs, la possibilité. Alors parfois, après, on s'en plaint. Ce qui est bien, c'est de s'en plaindre quand on fait la promotion, de dire ça a été difficile, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça. Mais ça nous offre la possibilité de changer de tête, de look, d'allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de s'imaginer avec la barbe, sans cheveux, un peu plus gros, rasé, je parle du torse, et ça nous permet de s'essayer à des choses qu'on n'oserait peut-être pas dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est tout bête, hein, mais grossir, ça m'ennuierait. Parce que grossir, après, il faut maigrir, c'est plus ça. Le fait de grossir, oui, mais maigrir, c'est difficile, j'ai du mal. Hein. Dernière partie du sinon, tout le reste, oui, moi, voilà, aucun souci. M'enlaidir au maximum, ça, j'adorerais. Vraiment, ah ouais. J'ai fait beaucoup de choses déjà. Dans Cinéman, je fais beaucoup de choses, ouais. Je change les yeux, tout ça. Dernière partie, Franck, du grand écran à la scène. Emmanuel, voudrez-vous parler d'humour? On entend souvent les acteurs de théâtre ou les humoristes différencier le public de province du public parisien. Je voulais savoir si vous faisiez la différence. Au bout d'un moment, on l'a fait moins parce que moi à Paris, je jouais ce spectacle-là, j'ai joué dans une très grosse salle au Palais des Sports. Quand on joue dans des très grosses salles comme ça, il y a beaucoup de gens de province qui viennent aussi voir le spectacle à Paris. Donc, ça s'équivaut un petit peu. On retrouve l'ambiance qu'on a en province. Maintenant, à mes débuts, je faisais plus la différence parce que peut-être je sais pas. Aujourd'hui, je la fais moins. Il est sûr qu'on fait des plus grosses salles en province. C'est des zéniths. Bon, le Palais des Sports reste une très grosse salle quand même. Donc, c'est pour ça que la différence est vraiment moindre. Le vrai public parisien est un peu plus, effectivement, il est un peu plus snob, c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, donc pour résumer, moi, mon public à Paris est un peu plus provincial, j'ai un public plus provincial que parisien, même à Paris. Donc je me rends moins compte de la différence. Et en province, est-ce que, selon les régions, je dirais qu'il y a des blagues ou des sketchs qui vont plus fonctionner que d'autres? Est-ce qu'il y a des différences d'humour entre les régions? Non, il n'y a pas de différence sur les sketchs, il y a des différences sur les publics. Et puis, au bout d'un moment, c'est peut-être nous aussi qui arrivons en se disant, attention, là, c'est un public plus difficile. Il y a des différences sur les publics. Alors, vous, dans l'Est, vous êtes bien.
Ouais. Il n'y a pas de public pas bien non plus, hein, mais il y a des publics un tout petit peu plus. Et puis ça va dépendre des salles aussi, ça va dépendre d'une humeur. On peut aussi passer, par exemple, chez moi à Rouen, quand je joue chez moi à Rouen, c'est plus compliqué. Pourtant, c'est chez moi. C'est plus compliqué parce que d'abord, Rouen est un public difficile. Ensuite, moi, je suis de là-bas, donc ils ont l'air, on dirait qu'ils sont anxieux. Ils ont peur que je me trompe. Je sens ça dans la salle. C'est très. Oui, par région. On dit que le Nord, les gens, le public est meilleur dans le Nord. C'est pas entièrement vrai. Ça dépend des villes. À Lille, oui, ils sont bons, mais à Lille, c'est la majorité d'étudiants, donc ils sont jeunes et foufous. C'est tout ça qui joue. Ça va être il y a des villes comme ça où Rennes est un très bon public. Ça dépend de. Et puis un jour, on va trouver que c'est un bon public, et un autre jour, on revient et puis les gens sont pas aussi au rendez-vous, où nous on est moins en forme. Mais c'est pas l'humour qui diffère, c'est la puissance de rire du public. Mais il y a des publics plus timides que d'autres. Si on mesurait en revanche à l'applaudissement de fin, là en général ça se rejoint. C'est à ce moment-là qu'il faut juger le public, c'est à la satisfaction, et l'artiste, à la satisfaction qu'ils ont à la fin du spectacle. J'ai vu des soirs où on se dit, mince, faut y aller, hein, ils rigolent pas beaucoup, hein, faut y aller, et à la fin les gens sont debout, ils sont heureux. C'est parce qu'ils avaient moins d'extériorisation. Et puis des fois où les gens ont ri pendant tout le spectacle, puis à la fin ils applaudissent, ils s'en vont. C'est très varié ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est pas sur les sketchs différents qui rient, c'est sur l'ensemble. Pierre voudrait en savoir plus sur votre inspiration. Qu'est-ce que tu es curieux, Pierre? Dans vos sketchs, je voulais savoir si vous vous inspiriez de faits réels, si oui, lesquels, et d'où venaient vos idées de personnages, parce qu'on voit beaucoup de personnages dans vos sketchs, toujours les mêmes noms d'ailleurs. Ah oui, Sandy, tout ça. Oui. Ça m'intrigue un peu. Mais je m'inspire de ma vie en général à moi, et parce que de ma vie, il y a des choses qui sont un peu romancées. Le dernier spectacle, Il était une fois, est un peu moins romancé, est un peu plus des vraies choses. Sauf je raconte ma première relation sexuelle avec une Anglaise, il se trouve que c'était avec une Belge. Mais j'ai pas voulu mettre belge parce qu'on aurait cru que c'était pour la blague, justement, donc c'était ridicule. Donc je m'inspire de ma vie en prenant les parties de ma vie qui sont les plus générales, celles dans lesquelles les gens vont se retrouver. J'ai une vie tout à fait normale, d'adolescent. L'arrivée à Paris, c'est l'arrivée de chacun dans une grande ville aussi. On recherche un appartement. Toutes ces choses-là, j'ai vécu des choses et je vis encore des choses très normales que tout le monde vit. Donc je m'inspire de ces choses-là. D'ailleurs, dans mes spectacles, rarement, peut-être je le ferai un jour, mais je parle rarement de la célébrité, parce que avant de parler de la célébrité, c'est difficile parce que c'est exclure un peu ceux qui comprennent pas de quoi on parle, ou alors faut s'en moquer éventuellement. Mais en général, je parle de ma vie normale et la vie de tout le monde. Et puis, donc, je m'inspire de ça. Et mes personnages, ça dépend. J'en avais plus dans les anciens spectacles que dans celui-là. J'ai Véronique. Véronique, c'est celle que je ne joue pas d'ailleurs. Si dans Il était une fois, je la joue un tout petit peu. Véronique, c'est celle qui remplace une femme qui a été une femme importante dans ma vie. Donc voilà, elle, c'est les gens qui ont jalonné ma vie dont je parle. C'est vraiment ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Non, d'ailleurs, je ne parle jamais de ma sœur. C'est les gens que je croise, à part Sandy qui est fictive, mais cela dit, Sandy, après avoir écrit, c'est cette fille de 120 kilos que je ne joue plus dans le spectacle parce que j'étais un peu malheureux de jouer ça à chaque fois, de me moquer facilement d'une jeune femme un peu grosse. Et donc je joue plus ça, mais ce qui était assez marrant, c'est que j'avais écrit ce sketch où je suis dans un canoë avec une jeune femme qui fait 120 kilos, et puis ça m'est arrivé après. Ça m'est arrivé, j'ai fait partie en canoë avec une bande d'amis, et puis tout coup je me suis retrouvé avec la jeune femme qui était la plus grosse, et je dis c'est quand même marrant, c'est comme dans mon sketch, sauf que c'était pas drôle, la fille était super gentille et il n'y avait pas aucun problème comme dans le sketch, mais et voilà. Donc je m'inspire des gens qui m'entourent, mais ce personnage-là, en l'occurrence, je suis pas déçu de l'avoir fait. C'est un sketch qui est très rigolo, mais je trouve que j'aurais peut-être pu m'en passer. Voilà. C'est ça. Parce que c'était se moquer d'une personne. Voilà. C'est facile et on peut s'en passer. Mais au début, il fallait bien que je fasse plus facile. Valérie voudrait lever vos interdits. Et je voudrais savoir s'il existe des sujets que vous jugez tabous, qui sont des sujets que vous n'aborderez jamais dans vos sketchs.
Il y a des sujets que moi, il y a des sujets tabous pour moi. C'est-à-dire, tout à l'heure on dit toujours on peut pas rire de tout. Si, on peut rire de tout, mais n'importe qui ne peut pas rire de tout. Je ne peux, moi n'ayant pas de religion, je ne peux rire d'aucune religion. On ne me l'accorderait absolument pas. À part de la religion catholique, puisque tout le monde arrive à se foutre de la religion catholique sans que ça ne gêne personne. Ce que je trouve quand même dommage aussi. Mais bon. Et donc je pourrais pas parler de religion. J'ai pas à un moment donné, je disais, je parlerai pas de maladie. Si on peut rire avec la maladie, il y en a qui l'ont très bien fait. Des proches l'ont très bien fait. Saladin l'a fait quand il était malade. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on peut se permettre de rire de choses qui nous touchent, nous. En revanche, il y a une chose avec laquelle je ne rirai jamais, c'est les enfants malades ou à problème. Donc, enfin, je dis à un moment donné, je vais vous dire, j'ai des phrases parfois dans mon spectacle où je me dis, quand je les joue, est-ce que j'ai le droit? Et puis en même temps, par exemple, je dis dans ce spectacle-là que quand j'ai découvert ma quéquette, elle était toute timide, elle regardait le sol, j'ai dit j'avais une quéquette autiste. C'est pas très... alors dit dans le spectacle, ça passe comme ça. Mais quand je l'ai écrit, je me suis dit, c'est pas... Mais les gens... J'avais reçu une lettre une fois aussi qu'on ait des enfants autistes. C'est quand même pas très agréable d'entendre ce mot-là. Maintenant, je ne me moque bien sûr pas du tout, ni de ces enfants-là, ni du tout, bien sûr. Alors c'est compliqué hein, de choisir ce qu'on va... Il y a toujours quelqu'un sur l'humour qui va se sentir concerné. À un moment donné, je posais un Boeing 747 en pleine pampa. Il y a peut-être quelqu'un qui peut m'écouter et qui a quelqu'un, un ami, un proche décédé dans un crash d'avion, qui va dire qu'il peut se moquer de ça, dis donc. C'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses dont je me moque dans le spectacle, dont moi j'ai été victime aussi, ou un de mes proches. Alors... Vous le testez, ça, autour de vous Je demande. C'est toujours une interrogation. Je finis un de mes sketchs en disant, j'étais petit garçon, j'avais 6 ans, et puis ma mère m'a disputé, j'ai triste, enfin je vous le fais pas comme c'est dans le sketch, mais je suis allé dans ma chambre, j'ai écrit mon premier roman, j'ai appelé ça Le Journal d'un Franck. Et à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être il y a des gens qui vont croire que je me moque, parce qu'on a toujours peur que les gens croient qu'on se moque. Alors j'ai transformé ça, après j'ai écrit mon premier roman, j'ai appelé ça One Again et Beast to Fly. Je vais remettre aujourd'hui Le Journal d'un Franck parce qu'il faut être fidèle à ce que j'avais écrit au début. C'était pas moqueur, ça ne l'est pas du tout. Je pense que personne ne l'a jamais vu comme ça. Hein. C'est juste moi qui me posais des questions. Voilà. Donc on se pose des questions sur chaque phrase. Voilà. Mais vous savez, je dis que j'étais un bébé moche. C'est ma mère qui en est attristée quand je dis ça. Parce qu'elle dit pourquoi tu dis ça aux gens. Elle me l'a dit. J'ai dit tu me l'as dit que j'étais moche. Je peux pas faire autrement que de le dire. Ah ouais, mais enfin, il y a plein de choses. Voilà. David, et votre vécu sur scène? C'est long à écrire ça, je sais pas comment vous allez vous démerder. Hein, mais... Tout à l'heure, vous nous avez dit que le public de Rouen était un petit peu tendu à l'idée que vous bafouilliez ou commettiez une erreur. Justement, est-ce que vous avez déjà vécu un grand moment de solitude sur scène où une vanne rencontre un beat total, quoi? Oh oui, ça arrive plein de fois ça. Mais on s'arrange. Alors, avec l'expérience, on arrive à s'arranger pour que ça se voit pas. Ou quand ça se voit, les gens rient avec nous parce qu'ils sont plutôt amis, le public est plutôt ami. Non, les trucs les plus difficiles, c'est quand on voit une femme qu'on croit qu'elle est enceinte et qu'elle l'est pas. Ça m'est arrivé, ça. Ça, c'est très difficile. Je me souviens d'une fois où une femme au premier rang, puis je fais une blague sur le fait qu'elle soit enceinte et tout ça, puis je continue à jouer mon spectacle et je la regarde du coin là, je me dis, elle est pas enceinte cette dame-là, c'est pas possible. Elle est pas enceinte. Donc là, je peux vous dire que tout le reste du spectacle, je pensais plus qu'à ça, à savoir si elle était enceinte ou pas. Donc je l'ai rencontrée après et j'ai réglé le problème. Si vous voyez ce que je veux dire. non. Mais ça m'a perturbé pendant un bon moment du spectacle. Franck Martin avait commencé par le bleu de vos yeux, elle termine par un regard vers les astres. Que pensez-vous aujourd'hui de la phrase « Vise la lune, au pire, tu toucheras une étoile » Je dis que c'est mon père qui me disait cette phrase-là quand j'étais petit. Alors il me disait pas cette phrase aussi bien que ça, parce que je le dis dans le spectacle comme ça. Il me la disait à sa manière. Mais je pense que c'est vrai. Il faut avoir des ambitions... de fortes ambitions, toujours. Au moins, on aura toujours un petit... plus on vise loin,
plus loin on va. Alors on n'ira jamais aussi loin que là où on vise, mais cela dit, moi, vise la Lune, tu toucheras les étoiles, j'ai touché Mars, moi. Je suis allé derrière. Mais je pensais pas, moi, aller aussi loin, en fait. Donc voilà. Non, il faut avoir des espoirs et des ambitions au-delà de nos capacités, je pense. Franck, merci encore une nouvelle fois pour ce rendez-vous exceptionnel. Merci au nom des 6 lecteurs qui sont autour de cette table. Merci au nom de ceux Bravo vos questions. Hein. C'est vos questions à vous. C'est très intéressant parce qu'il y a plein de questions que j'avais jamais eues. Ouais. Il y en avait beaucoup plus, mais on est un petit peu tenu par le temps. D'accord. Bah, vous pouvez en poser une dernière si vous voulez, mais c'est très intéressant. C'est des questions plus pertinentes et un peu moins habituelles en fait. Que celles qu'on a. On se donne rendez-vous dans le Républicain Lorrain jeudi, et puis aux arènes avec donc les 6 lecteurs, on a bien entendu, qui seront présents dans la salle pour vous voir sur scène. Merci encore. Merci. J'étais morte de trouille au début. Bon, c'est vrai, dès qu'il est arrivé, il nous a mis à l'aise tout de suite. Donc moi, ça m'a fait du bien. Donc j'étais plus détendue. C'est un moment très fort parce que c'est quelqu'un de très touchant, de très sensible. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié la sensibilité de cet homme. Ça se voit qu'il est timide. On n'aurait peut-être pas l'impression, mais qu'il est timide et qu'il est sincère dans ses réponses. On a des réponses à des questions que nous, on se pose et pas forcément aux réponses... les réponses qu'on entend, je dirais, tout le temps à la télé. J'ai eu l'impression de l'émouvoir un petit peu en lui posant une question sur quelles ont été ses dernières larmes, puisqu'effectivement il a parlé du décès de son papa. Et j'ai un petit peu peut-être regretté de lui avoir posé cette question parce que je voulais pas le toucher. On a souvent l'impression qu'il y a une sorte de façade en fait d'humoriste, toujours à blaguer, et puis là il y a un côté un peu plus sensible. Je ne connaissais pas bien Franck Dubosc, je m'intéresse à lui par le cinéma, par le spectacle. Forcément, on va le voir d'un autre œil. J'ai remarqué qu'il était exactement comme dans ses DVD. Il change absolument pas, c'est quelqu'un comme tout le monde, c'est quelqu'un de banal en fin de compte. Et justement, c'est pour ça que je l'aime.